Donc je propose maintenant donc, de passer au second exposé de cette session. Donc Géraud Dapradel, juriste et professeur émérite de droit, et donc il va nous parler de la Palestine et le droit international depuis le vote du 29 novembre 2012. Donc il s'agit, vous le savez, du vote de l'Assemblée générale qui a reconnu la Palestine comme un État non membre des Nations Unies. Alors, Géraud, à toi. Je serai moins enthousiaste que mon prédécesseur et moins brillant aussi, tout en partageant une bonne partie de ses convictions. C'est-à-dire, je m'en différencierai peut-être dans la mesure où mon scepticisme s'étend plus loin. Je considère en effet, et cette affirmation en quelque sorte illustrée par la situation actuelle du conflit israélo-palestinien, j'ai tendance à considérer que le droit est fondamentalement un instrument politique, et un instrument politique qui joue son rôle, un rôle essentiellement politique, d'abord par le simple énoncé des normes, des principes, et ensuite, alternativement, là je simplifie un peu, mais dans la mesure où ces normes sont imposées et par conséquent traduites dans les faits, et aussi dans la mesure où elles ne le sont pas. Et c'est cet aspect des choses qui est particulièrement illustré par la situation palestinienne. C'est un fait qu'un très grand nombre de règles considérées comme fondamentales, de normes par ailleurs proclamées, jetées à la face du monde, à grand flafla, ont sur le terrain été à peu près totalement méconnues en ce qui concerne la Palestine et ses rapports avec l'État d'Israël. Alors le vote qui est intervenu le 29 novembre dernier à l'Assemblée nationale des Nations unies n'a pas changé grand-chose. Dans les mots, oui. Sur le terrain, on peut voir que ça ne risque pas d'être bouleversé dans l'immédiat. Il y a donc là une espèce de constante. Et je vais développer ça d'abord, avant de signaler tout de même dans un deuxième temps que dans la mesure où la Palestine est reconnue officiellement comme un État, au moins dans le système de l'ONU, elle peut accéder techniquement, juridiquement, à un certain nombre d'instruments. On passerait le détail, mais il y en a un qui est particulièrement spectaculaire et qui fait rêver, et dont tout le monde parle, c'est le statut de la Cour pénale internationale. Et alors, c'est là qu'il y a vraisemblablement une marge d'action politique à partir d'instruments juridiques, une marge qui s'ouvre aux autorités palestiniennes, mais il faut bien voir qu'elle est tout de même extrêmement étroite et que c'est un parcours tout à fait piégé qui les attend. C'est là-dessus que je m'étendrai surtout et que je terminerai. Alors la constante, bon, on peut aller assez vite. Vous avez de grands principes, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont les instances internationales font tout un flafla. Vous avez les règles du droit humanitaire, qui sont notamment codifiées par les conventions de Genève de 1949 et puis le pacte, les instruments qui les ont complétés en 1977. Et ces dispositions ne sont tout simplement pas appliquées, la plupart du temps, sur, disons, le territoire palestinien et en ce qui concerne ce qui est maintenant l'État de la Palestine. Alors, il faut bien voir que les violations de ces dispositions n'ont pas cessé de faire l'objet de condamnations verbales, notamment par le Conseil de sécurité. Il y a près d'une dizaine de résolutions du Conseil de sécurité qui sont formelles
condamne l'acquisition de territoires par la force, qui condamne l'annexion de Jérusalem, qui condamne la colonisation, etc., etc., etc. On ferait remarquer au passage qu'aucune de ces résolutions n'est fondée sur le chapitre 7. C'est-à-dire que techniquement, juridiquement, aucune n'est strictement obligatoire. Mais à la différence, par exemple, de la résolution qui crée des tribunaux spéciaux internationaux, voire celui qui a été spécialement créé pour poursuivre les assassins de M. Hariri au Liban. C'est une résolution chapitre 7. La résolution chapitre 7, c'est une résolution qui est fondée sur la nécessité de maintenir la paix ou de rétablir la paix. Alors la paix internationale était, d'après le Conseil, menacée par l'assassinat qui est atroce de M. Hariri et puis de 22 autres personnes et puis de 150 ou 200 blessés à côté. Mais pas par la situation palestinienne, ceci, depuis l'origine, il faut ajouter que la Cour de justice, dans un avis, notamment un avis de 2004, a également rappelé de façon extrêmement précise et extrêmement argumentée les principes applicables. Et alors, il se trouve qu'au lendemain du 29 novembre, l'État d'Israël a immédiatement pris un certain nombre de mesures de rétorsion, d'abord financières, et puis ensuite lâché des projets de construction dans les territoires occupés, c'est-à-dire développer la colonisation, ce qui est formellement interdit, formellement condamné. Et on a vu réagir à ce moment-là, pas le Conseil de sécurité, mais le secrétaire général de l'ONU, le gouvernement américain, à 2 reprises, les gouvernements des principaux pays de l'Union européenne, notamment ceux qui étaient membres du Conseil de sécurité, qui ont fait une déclaration particulièrement musclée. Et puis, en réalité, il ne se passe rien d'autre. Il ne se passe rien d'autre sur le terrain des faits. Il y a eu proclamation, et on a presque l'impression qu'à l'inverse de toute logique, ces proclamations sont destinées à cacher la réalité, qu'au fond, l'annexion rampante dont la Palestine fait l'objet est facilitée par la condamnation dont elle fait officiellement l'objet. C'est un peu absurde, mais c'est comme ça. Alors, sur le plan technique, la Palestine peut tirer quelque avantage de sa l'accession à la qualité d'État non membre des Nations Unies. Par exemple, ça simplifie sa position vis-à-vis de la 4e Convention de Genève. Elle avait adhéré en 89. Le Conseil fédéral suisse, qui est dépositaire de cet instrument, avait regardé ça d'un air un peu bizarre et réservé toute réponse. Maintenant, c'est réglé. Elle est partie à cette convention. Enfin, ça ne mange pas de pain, on le voit tous les jours. Alors, il y a tout de même le fait que la Palestine, maintenant, peut adhérer sans qu'on lui conteste sérieusement le pouvoir de le faire, à un certain nombre d'instruments nouveaux, dont le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et alors, c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que là, on retrouve, mais alors peut-être dans une certaine mesure à l'avantage de l'État de Palestine, l'ouverture politique qu'offrent les règles de droit, les institutions juridiques. Mais il faut être prudent, ne pas rêver. Le parti est loin d'être, je ne dirais pas gagné, pas gagnable à ce niveau-là, mais disons totalement réjouissant. Alors de la Cour pénale internationale, il faut d'abord bien comprendre ceci, c'est qu'étant une juridiction pénale, elle ne juge pas les États, ce n'est pas la Cour internationale de justice de La Haye
c'est la Cour pénale. Elle juge par conséquent ce que son statut appelle des personnes physiques, c'est-à-dire des individus. Par conséquent, il ne faut pas rêver, techniquement, la Palestine ne peut pas, faisant intenter des poursuites devant la Cour pénale internationale, faire juger l'État d'Israël. Mais dans la mesure où les individus contre lesquels des poursuites seraient intentées sont nécessairement des agents, au sens large du terme, de l'État israélien, ayant agi non pas par plaisir, mais dans l'exercice de leurs fonctions, on voit très bien que sur le plan à la fois médiatique, politique, sinon techniquement juridique, l'État d'Israël serait dans le collimateur, et c'est ce qui explique que toutes les pressions, toutes les manœuvres qui ont précédé le vote des Nations Unies, les puissances occidentales n'apprécient pas du tout la perspective d'une saisine de la Cour pénale internationale, même contre des individus. Et des individus qui pourraient être poursuivis à quel titre? Eh bien, la Cour pénale juge des infractions spécifiquement internationales et des infractions graves, pas n'importe quoi, pas n'importe quel fringage ou paire de claques, mais essentiellement le génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre, et puis, depuis 2010, mais c'est pas encore en vigueur, l'agression. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, c'est sur le terrain des crimes de guerre qu'ils sont intéressants de se placer. Il n'y a pas de génocide qui puisse être invoqué. Les crimes contre l'humanité, c'est loin d'être évident. Il faut être efficace. Les crimes de guerre, ça, il y a de la matière. Alors, restons calmes et efficaces. Je crois qu'il ne serait pas opportun, techniquement, d'aller chercher des trucs bien sanglants. Évidemment, c'est mieux du point de vue médiatique, mais au point de vue de la technique, de la cuisine juridique, ça serait pas aussi facile que des trucs qui paraissent beaucoup plus innocents, mais qui se rapportent à la colonisation. Essentiellement, le fait de prendre des civils palestiniens dans des territoires à qui on reproche ceci ou cela, même si c'est un reproche fondé, et que l'on embarque en territoire israélien pour les interner, après les avoir ou non jugés, peu importe. Ça, c'est un crime de guerre, au sens du statut de la Cour pénale internationale. Et est également un crime de guerre le phénomène inverse, qui consiste à injecter dans les territoires occupés, y compris Jérusalem, des ressortissants de l'État d'Israël, de la puissance occupante, c'est-à-dire tout le phénomène de la colonisation. Alors là, il y a une matière à peu près inépuisable pour monter des dossiers que l'on puisse porter devant ce genre de juridiction. Alors cela dit, il y a un certain nombre de conditions préalables qui doivent être remplies, qui doivent être satisfaites avant que quelque poursuite que ce soit puisse être engagée. Et puis il y a aussi toute une série d'obstacles, plus ou moins sordides, qu'il faudra surmonter si l'on veut utiliser cette arme politico-juridique qui est la Cour pénale internationale. Les conditions, c'est d'abord que la Palestine adhère au statut de la Cour ou accepte la juridiction de la Cour. Elle a déjà accepté. Le 22 janvier 2009, elle a fait une acceptation rétroactive rétroactivement le 1er juillet 2002, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du statut de Rome créant la Cour. Et d'ailleurs, le procureur a noyé le poisson pendant 3 ans. En 2012, il a déclaré qu'il n'avait pas qualité pour se prononcer sur la qualité d'État de la Palestine, qui était une condition nécessaire à la validité de son acceptation.
et que par conséquent, il fallait se tourner vers quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un à qui la question aurait dû être posée, c'est la Cour. Et il avait tous les pouvoirs, et même le devoir de lui demander son avis, c'est bien gardé de le faire. Mais maintenant, la question est réglée. Le procureur, qui d'ailleurs a changé, c'est même plus M. Ocambo, c'est Madame je ne sais quoi. Je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses, mais en ce qui concerne la validité de l'acceptation de l'État de Palestine, la question est réglée. Si elle se reposait, pour le coup, c'est la Cour qui trancherait, et on ne voit pas comment elle pourrait contester cette qualité. Mais on peut aller au-delà de l'acceptation et adhérer formellement, il suffit de faire la démarche. Donc il faut que ces deux conditions soient remplies. La première, les temps, on peut dire que la Cour s'offre à l'action éventuelle que pourrait initier ou provoquer la Palestine. Je dis provoquer parce que si elle n'adhère pas formellement, elle ne peut pas elle-même saisir la Cour. Il faut que ce soit un État parti, ou le procureur. Nous ne rêvons pas le procureur, on faudrait vraiment lui mettre un parapluie pointu dans les fesses pour qu'il bouge un tantinet. Il y a aussi le Conseil de sécurité, mais pas rêver non plus. Alors, ce serait un État parti. Si elle a adhéré, en revanche, la Palestine peut elle-même déposer... alors, déposer quoi? Parce que la deuxième condition, c'est ça, c'est la saisine. Il faut déposer des dossiers. Et là, ça paraît idiot, évident, mais c'est très important. Il ne suffirait pas de refaire un panorama général de l'occupation illégale des territoires palestiniens, de la politique menée par l'État d'Israël. Il faudrait entrer dans les détails, parce qu'on poursuit non pas l'État d'Israël, mais monsieur machin, ou mademoiselle chose, ou madame truc, pour avoir fait tel jour, telle heure, tel. Il faut construire tout cela. C'est un gros boulot. Et il faudra beaucoup de juristes. Et par conséquent, beaucoup de... oui, parce que ça ne marche pas simplement au whisky, cette espèce-là. Donc, il y a cette première condition à remplir. Et puis, il y a tout, en supposant que cette condition soit remplie, qu'on ait le dossier, qui ne se fera pas du jour au lendemain, qui doit être choisi minutieusement, qui doit être choisi en fonction de la personnalité que l'on poursuit, parce que ça ne sert à rien d'aller traduire devant des tribunaux 3 sous-fifres. Il faut monter le plus haut possible. Eh bien, en admettant qu'on ait ce qu'il faut, c'est certainement pas impossible de se munir de ce dossier. Il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut encore surmonter. Alors, il y en a un fondamental qui tient au fait que la Cour pénale est une arme à double tranchant. Si vous commencez à gémir que l'État d'Israël commet des crimes, on va vous envoyer dans la figure le terrorisme palestinien. Il va y avoir des gens du Hamas, du Fatah, de l'autre qui vont faire l'objet éventuellement de... Ça peut être très déstabilisant. Et si l'autorité palestinienne ne se prépare pas à cela, elle risque de ne pas oser saisir la Cour. Il y a un petit problème là, qui n'est certainement pas négligeable. C'est un premier obstacle. Et puis il y a des obstacles beaucoup plus techniques. Alors il y en a un qui est théorique, c'est l'opposition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité peut bloquer à peu près indéfiniment, je passe sur les détails, toute saisine de la Cour pénale internationale. Je ne pense pas que ce soit très redoutable en l'espèce, parce que de même que le Conseil pourrait être bloqué par un vote contre, c'est-à-dire un veto des États-Unis s'il envisageait de saisir la Cour, il serait sans doute bloqué par un vote contre, donc un veto, mettons, de la Russie, s'il voulait s'opposer à une procédure qui soit suffisamment bien ficelée devant la même Cour. Donc on peut mettre ça de côté, mais quand même le signaler, le saluer au passage. Il y a quelque chose de plus emmerdant, c'est que la
Cour pénale internationale, comme d'ailleurs la plupart des tribunaux internationaux depuis Nuremberg et Tokyo, à l'exception du tribunal spécial sur le Liban, cette Cour ne peut pas statuer par défaut. Elle ne peut pas juger par contumace. Il lui faut la présence physique des accusés, sauf si ils ont renoncé formellement à assister à leur procès, ou encore s'ils sèment la pagaille dans l'audience, là, pour une mesure. Bon. Mais alors, il était bien évident que le gibier intéressant, du point de vue palestinien, pour faire l'objet de poursuites devant la Cour, réside sur le territoire essentiellement d'Israël, ou en tout cas d'États qui ne sont pas partis au statut de Rome et par conséquent qui ne sont pas obligés de coopérer avec la Cour. Dans ces conditions, on voit mal comment il pourrait faire l'objet d'arrestation et d'extradition en direction de La Haye. Donc comment ils pourraient être physiquement présents à leur procès. Et s'ils ne sont pas physiquement présents à leur procès, il n'y a pas de procès possible. Ça, c'est un truc. Alors, on peut se tortiller dans la mesure où, si la procédure est bien initiée, si le procureur a fait suffisamment son travail d'enquête préliminaire, si la chambre préliminaire de la Cour a donné le feu vert pour des poursuites et délivré des mandats d'arrêt. Alors, ces mandats d'arrêt, visant tel ou tel haut personnage, peuvent lui empoisonner l'existence. Parce qu'en quittant le territoire de l'État d'Israël, ou d'un autre État allié d'Israël et brouillé avec la Cour, il risque de se faire arrêter, même si le risque n'est pas gigantesque, c'est quand même gênant. Et puis surtout, ça permet de médiatiser les choses, ça permet... Bon. Alors voilà, deuxième obstacle il faudra quand même pas mal de vent soufflant dans la bonne direction pour que la Cour, la chambre préliminaire, aille jusqu'à délivrer des mandats d'arrêt. Mais passons. Il y a encore un obstacle technique qui est le caractère complémentaire de la Cour pénale internationale, complémentaire des juridictions nationales. C'est-à-dire que sa compétence est en quelque sorte subsidiaire. Tant qu'il y a sur la planète un État qui soit compétent, en vertu de sa propre loi, pour juger des faits qu'on pourrait porter devant la Cour pénale internationale, et tant que cet État déclare qu'il exerce cette compétence, qu'il mène des enquêtes, qu'il exerce éventuellement des poursuites en vue de jugement, et qu'il le fait, disons, sérieusement, la compétence de la Cour pénale internationale est suspendue. Elle ne peut intervenir que si les États compétents concurremment se déclarent forfaits ou ils disent jugez ça, moi ça m'embête, ou s'ils sont foireux, défaillants. Il y a donc là des perspectives gigantesques. Imaginez qu'on poursuive, je ne sais pas moi, M. Netanyahou, ou simplement un général l'État d'Israël, qui n'est pas obligé de coopérer, va peut-être, ça s'est fait dans le cadre de l'opération Plomb Durci, déclencher une enquête. Tout de suite, la Cour est à sa compétence suspendue. D'ailleurs, le procureur doit signaler aux États compétents que on l'a saisi d'une demande de poursuite et que. Alors, et ça peut naître n'importe quel État de la planète qui se substitue à la Cour. Là, il y a un problème également embarrassant. Et puis surtout, et ça sera ma conclusion, il y a une arme absolument extraordinaire devant quelque instance juridique que ce soit pour enterrer un problème, c'est l'inertie. Le procureur ne fera certainement pas grand zèle. Il faudra sans arrêt le houspiller.
pour que la procédure puisse suivre son cours. Or, il joue un rôle fondamental, ce procureur. C'est-à-dire que si vous voulez déclencher une poursuite devant la Cour pénale internationale, il faut saisir le bureau du procureur. Il mène une enquête préliminaire. Et ça prend le temps que ça doit prendre. S'il estime que cette enquête ramène des présomptions suffisamment solides, il saisit la chambre préliminaire qui alors fait déclencher la véritable instruction. Mais il considère que ça n'est pas sérieux, ça n'est pas solide ou c'est inopportun, il enterre. Et c'est très difficile de faire sortir un dossier de cet enterrement. Alors le statut prévoit qu'en cas d'abandon des poursuites, un État partie peut saisir la chambre préliminaire en lui disant « Eh oh !» Mais manifestement, il s'agit d'un abandon formel de la part du procureur. C'est l'abandon formel qui peut faire l'objet d'un recours. L'abandon de fait, les procédures qui traînent comme elles ont traîné pendant 3 ans à propos de l'acceptation de la compétence de la Cour, ne sont pas un abandon formel. Il faudrait donc obtenir de la chambre préliminaire qu'elle assimile le fait que la procédure traîne à un abandon pour des... Alors, cette seule perspective montre qu'il peut y avoir des années entre le déclenchement d'une poursuite et la décision en question. Donc, il y a du pain sur la planche pour saisine de la Cour pénale, et j'en resterai là.